Damien de Montaigne, bonjour Bonjour. et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vous connaissent, ont eu l'occasion de vous voir, de vous entendre, puisque vous êtes quand même relativement présente dans les médias, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient une idée précise de votre parcours. Alors, si vous le permettez, je vais commencer par une très courte, hein, une minute trente, pour vous présenter de façon un petit peu plus complète que ce que l'on peut connaître. Vous êtes féministe, universaliste, pardon, antiraciste, anticommunautariste et laïque, ce qui vous a valu le prix de la laïcité du comité Laïcité République en 2018. Ma première question sera la suivante. Elle nous ramène à votre lycée. Petite noire et pauvre dans un fleuve de petites bourges, dont certaines n'hésitaient pas à vous appeler la Noiraude, euh, comment la jeune fille que vous étiez a-t-elle pu vivre cette situation? Alors déjà, c'était pas au lycée, c'était à l'école primaire, parce qu'au lycée, Ah, c'était complètement autre chose. Justement, en fait, le lycée, pour moi, c'était un moment vraiment important parce que je suis pas allée, en fait, moi, depuis l'école primaire jusqu'à la fin du collège, j'ai été avec les mêmes gens, hein, parce que c'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir que si vous êtes mise à un endroit à un moment, et ben en fait, tout le cursus va s'organiser autour de ça. Et moi, comme il se trouve que j'étais dans un environnement où, en plus, j'avais un an d'avance, bon, qui avait aucun rapport avec mon intelligence ou quoi, hein, c'est juste une histoire de date de naissance. Mais donc, résultat, en fait, on était vraiment fabriqués pour devenir, pour reproduire en tout cas ce qui était le milieu des autres personnes avec qui j'étais, quoi. Donc, ça fait qu'au collège, eh ben, on avait tous pris allemand première langue, anglais, du grec ou du latin. Et donc, même si j'ai toujours fait mon cursus dans des écoles publiques, je voyais à quel point, en fait, c'était organisé pour que moi, je n'ai de relation qu'avec une autre classe qui était exactement sur la même dynamique que nous. Et les autres, je ne les voyais pas, c'est-à-dire les gens avec qui moi je vivais par ailleurs quand je rentrais chez moi, mhm. qui étaient dans le même collège. C'était incroyable à quel point je ne les voyais pas de la journée, quoi. Je les voyais le soir. Et donc, après, la logique, c'était que j'aille au lycée, que je continue avec ces mêmes gens que je connaissais depuis la maternelle. Oui, Et j'avais pas envie. Il y avait quelque chose là-dedans qui me satisfaisait pas. Donc, le lycée, pour moi, c'est justement le moment où, en fait, j'ai complètement changé d'endroit et changé de type de personnes aussi avec lesquelles j'ai été. C'est-à-dire, déjà, c'était des gens que je connaissais pas depuis que j'avais 3 ans, donc ça me changeait. Et puis, en plus, là, il y avait un brassage qui était extraordinaire à tout niveau. Brassage social, brassage des itinéraires, des couleurs. Et pour moi, ça a été vraiment un moment extraordinaire, quoi. voilà, c'était pour vous effectivement un changement Oui, total. Complètement. total. Ce qui était impressionnant, parce que vraiment, ça se jouait, c'était pas loin de chez moi. Enfin, voilà, a priori, c'est deux villes. Voilà, mais sauf qu'en fait, le simple, pour moi, c'est ça qui était frappant, et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait me dire, j'aimerais bien travailler sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un itinéraire scolaire, et comment en fait des choses sont vraiment déterminées à un endroit, à un moment, et produisent la possibilité pour un élève de pouvoir s'envisager de façon très large ou très serrée, quoi. Hmm. Et donc voilà, et le lycée, ouais, pour moi, il y a plein de choses qui sont produites à ce moment-là, qui sont vraiment, enfin, qui ont été vraiment passionnantes. Pour moi, c'était vraiment le début de l'aventure, là. Et justement, le début de ne plus être la seule dans ce que je suis à plein de niveaux, hein, social, couleur. Voilà, là, d'un coup, c'était plus possible de se croire la seule parce qu'en fait, chacun avait d'autres singularités. Et là, je me disais, mais c'est ça qui est vraiment passionnant. Et après, on avait aussi la chance d'avoir des professeurs qui eux-mêmes étaient pris dans cette dynamique d'ouvrir le champ le plus possible. D'accord. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé le russe parce que c'était une classe de langue et tout. Et ça, on avait une prof qui était une Ukrainienne, hyper engagée. Et son sujet, c'était de dire, mais une langue, non seulement c'est politique, mais c'est historique aussi. Donc, en fait, on a appris le russe
par l'histoire. Bon, puis en plus, elle était très empreinte de la famine qui avait été organisée par Staline, etc. Donc, il y avait tout un truc. Et des années plus tard, en fait, je discutais avec des Russes. Et à un moment, il y en a un qui m'a dit, mais c'est marrant, vous avez un accent ukrainien. Et je me suis dit, bah alors là, c'est vraiment, elle est géniale parce qu'elle a fabriqué des Ukrainiens, quoi. Donc voilà, non, c'était vraiment, ça a été un moment extraordinaire pour moi, ce lycée. Donc c'est marrant que vous en parliez. Bien. Quand vous avez écrit Noir, est-ce que vous pensiez que ça allait déboucher en fait sur une carrière théâtrale? Alors non, et puis pour moi aussi, alors voilà, c'est aussi un moment pour moi qui est une ouverture et du mouvement, voilà, comme le lycée, en fait, c'est un déplacement, parce qu'en fait, il se trouve que Noir, c'est la première fois que moi qui venais du roman, euh, on me demande d'écrire un essai. Et en plus, on me dit, bon, bah, c'est toi qui vas devoir, parce que c'est dans une collection hein, qui a été créée par Caroline Forest et Fiammetta Vénère, qui s'appelle Nos héroïnes. Et le principe de cette collection, bah, voilà, c'est de demander à des auteurs, mais au sens large. Donc, la première à ouvrir la collection, c'est Michel Perrault. Euh, et donc, c'est une auteure qui doit parler d'une autre femme qui a fait l'histoire, mais que l'histoire n'aurait pas retenue, avec trois contraintes. La première, c'est qu'il faut trouver son héroïne. Donc, il faut trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on gagnera à connaître. La deuxième chose, c'est que ça ne peut pas être une biographie au sens classique qui serait très, très développée. On est contrainte par la taille. L'idée des éditrices, c'était vraiment de faire un objet à la fois qui pourrait ressembler à un objet universitaire, mais justement qui s'en décale un peu. Et l'autre chose, c'est que l'auteur devait être dans le livre d'une façon ou d'une autre. Et ça a été vraiment mon problème parce que, enfin, il y en avait deux problèmes pour moi, c'est-à-dire que romancière, en fait, pour une fois, j'ai été contrainte par le matériel, en fait, hein, je ne pouvais pas inventer ce qui n'était pas. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est que moi, dans mon travail d'écriture avant, je n'ai jamais été présente dans mes livres, en fait, donc je ne faisais pas d'autofiction ou de... Donc c'était toujours mes personnages qui prenaient la main sur le récit, en fait. Et donc pour moi, c'était compliqué de trouver une place, justement, qui ne soit pas une place qui fasse écran aux gens dont je parlais, que je découvrais et qui était vraiment passionnant. Et je me disais, mais où est-ce que je vais être pour que ça ne soit pas bizarre, quoi, et que surtout, j'étais quand même la personne la moins intéressante de tous les gens que je racontais, donc ça me paraissait quand même un peu gonflé de prendre de la place, quoi. Surtout qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça m'a pris du temps et, euh, et de la réflexion parce que vraiment, c'est une autre façon de penser une architecture littéraire, quoi. Et puis, où est-ce qu'on met la littérature quand on est dans de la biographie? Quelle place elle va prendre, puisque c'est pas la place de l'imaginaire, donc c'est autre chose. Et vraiment, j'ai appris beaucoup. Oui, dans mon travail par ailleurs, il y a un avant et un après, quoi. C'est vraiment. Et puis après, c'est cette histoire de prix Simone Veil. Pour moi, c'était extrêmement émouvant que ce soit précisément ce prix-là. Et symboliquement, je trouvais ça très beau qu'en fait le bandeau où il y a écrit prix Simone Veil, il insère comme ça Claudette Colvin, puisque c'est elle qui est en photo sur le livre. C'était assez joli, quoi, que voilà, il y ait cette femme qui dise à cette adolescente, ça va aller, quoi, qu'elle la prenne, Alors, qu'elle va embrasser comme ça. justement, pourquoi avez-vous choisi Claudette Colvin? Parce que il y avait d'autres femmes qui avaient pratiquement au même moment eu le même comportement. Et elle est relativement méconnue aujourd'hui. Enfin, elle l'est Oui. moins depuis votre livre, mais Bah, disons que, en fait, déjà, il y avait quand même cette contrainte de la collection qui est, il faudrait une femme qui ait fait quelque chose qui change l'histoire. oui, Et que cette femme ne soit pas connue. Alors déjà, bon, bah, ça m'a pris beaucoup de temps parce que bon, des gens pas connus, bah, je ne les connais pas. Et puis quand je demandais autour de moi, bon, il y avait des gens qui essayaient de participer à ma recherche, mais c'était hyper drôle parce que les gens étaient là, non, je crois que j'ai entendu parler de quelqu'un. Bon, alors j'ai pas son nom, je ne sais pas trop où elle était, mais ça avait l'air important ce qu'elle a fait, mais je ne sais pas si tu vas trouver des trucs. Bon, alors donc là, c'était un peu compliqué. Et puis, en fait, là, c'est vraiment le hasard d'avoir travaillé avant pour une nouvelle sur la symbolique du bus, en fait, en règle générale. Quoi.
pourquoi on choisit ce lieu-là, qu'est-ce que ça raconte en fait. Et puis en travaillant là-dessus, des années avant, j'avais lu quelques lignes sur, bah, tiens, il y a une adolescente qui aurait pu être Rosa Parks, mais qui n'était pas. Et je me suis dit, tiens, bah, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, donc j'avais juste noté. Et donc, à force de gamberger comme ça, je suis retombée sur, j'ai regardé un peu ce que j'avais en archive et tout ça. Je retombe sur cette note que j'avais prise. Et en fait, voilà, j'ai proposé aux éditrices, je leur ai dit, voilà, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Il y a 3 lignes, ça se trouve, il y a que 3 lignes, je ne sais pas, hein. Mhm. Donc, ça aussi, c'était vraiment. Enfin, moi, c'est pour ça qu'après, je me disais, dans le livre, il faudrait restituer ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire je ne connais pas cette personne, puis soudain j'ouvre une petite porte et oh il y a ça, puis après une autre et puis une autre, et donc Trouver des comment est-ce points communs. que Oui. comment je peux, est-ce que, enfin voilà, l'idée c'est que c'était aussi d'amener le lecteur dans ce cheminement et de se dire ah bon mais il y a ça, puis ah bon mais ça se passe dans la même ville que Rosa Parks, ah bon c'est le même bus, ah bon mais il y a Rosa Parks, mais il y a déjà Martin Luther King, mais qui sont voilà, et d'avancer comme ça et de voir à quel point en fait bah, si ça se passe à ce moment-là dans cette ville avec ces personnes, il n'y a pas non plus de hasard, quoi. C'est une ville dans laquelle ça pouvait se passer parce que c'est une ville très dynamique, qui a des associations de femmes très importantes, que c'est elles qui sont à la manœuvre. Et puis après, de découvrir, parce que ça m'intéressait aussi que la collection s'appelle Nos héroïnes, de montrer quelqu'un qui fait un acte qui, pour nous, aujourd'hui, et même en règle générale d'ailleurs, si on a l'idée qu'on a de ce qui est héroïque, c'est souvent une idée spectaculaire en fait, il faut que ce soit Mhm. très. Donc c'est plutôt dans le bruit. Alors là, c'est quelqu'un qui fait un truc de retrait, dans le silence, elle ne se lève pas. Donc c'est encore autre chose. Et puis après, en plus, elle va être complètement ramassée par l'histoire. Et puis en même temps, elle-même choisit de se mettre complètement en retrait. Enfin, donc il y avait plein de choses qui m'intéressaient aussi dans l'idée de regarder comment est-ce que l'héroïsme, c'est d'abord être à une place qui nous semble juste et à maintenir cette place-là et à dire, bah, voilà, moi, ça ne me convient pas. Mais avec ses moyens, quoi. Je trouvais que c'était pas mal de renvoyer aussi cette possibilité parce que c'est aussi ça la citoyenneté. C'est pas justement, il n'y a pas une nécessité de coup d'éclat, mais en revanche, il y a une nécessité de réaffirmer ce qui fait que nous sommes citoyens et de le réaffirmer constamment parce que bah, le droit, c'est une matière vivante. En fait, c'est pas du tout un truc rigide qui est posé pour ici et pour toute la vie. Ça bouge et donc ça bouge avec la nécessité, la volonté des gens. Et donc, il faut la réactiver sans arrêt. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de remettre ça au centre.